Bon, ici, je vais être franc avec vous. Hein, je viens de faire une présentation sur les modes de scrutin en général, c'est-à-dire les proportionnels puis les préférentiels. Puis je vais essayer de la refaire parce que elle me semble correcte, mais je vais essayer de voir si je ne suis pas capable de faire un petit peu mieux. Et donc, l'idée, donc, avant d'en arriver à la proposition que moi je veux vous faire, hein, sur un mode de scrutin pour le Québec, il est nécessaire d'expliquer comment fonctionnent les modes de scrutin en général, hein, mais en particulier comment fonctionnent les scrutins proportionnels, et ça va être aussi nécessaire d'expliquer comment fonctionnent les scrutins que j'appelle, ou qui sont appelés plutôt les préférentiels. Hein. Parce que la suggestion que je vais faire, c'est qu'on mette en place un mode de scrutin proportionnel et préférentiel, mais où la préférentialité a une certaine tangente. Et donc, le premier point à expliquer, finalement, c'est comment notre mode de scrutin fonctionne. Pour les gens qui ne le sachent pas, là. Pour les gens qui connaissent déjà ces questions-là, vous pouvez tout simplement passer à l'autre présentation, mais pour les gens qui sont moins familiers avec les modes de scrutin, ça va peut-être être nécessaire de passer à travers cette présentation-ci pour avoir une compréhension plus claire de l'autre qui va suivre. Hein. Donc, premièrement, le mode de scrutin qu'on a actuellement s'appelle uninominal à un tour, hein, et ce mode de scrutin-là a des désavantages majeurs, hein, comme le fait qu'il ne donne pas un résultat proportionnel. C'est le désavantage numéro 1 et c'est celui qu'on veut corriger. En revanche, il y a un avantage qui est d'une élémentaire simplicité. Hein. Et cette simplicité-là se base essentiellement sur l'idée suivante, qui est qu'on a 125 circonscriptions électorales, donc on a comme 125 mini-élections, et dans chaque circonscription, c'est tout simplement le parti qui obtient le plus de votes, hein, qui obtient le député ou la députée. Donc le siège. Le problème de ça, c'est que souvent, cette formation politique-là ne va pas avoir 50% de voix, de voix ou de vote. J'ai un petit peu mélangé les deux mots en même temps. J'ai tenté de les fusionner. Je ne vais pas essayer de répéter ce mot-là. Mais il ne va pas obtenir 50% de voix, hein, et il va obtenir moins que ça. Et on va dire qu'il obtient une pluralité de voix. Donc, là, dans la très, très grande majorité des cas, les députés sont élus non pas avec une majorité de voix, mais avec une pluralité. Ça, c'est un premier désavantage, hein, qu'on pourrait corriger par ailleurs en mettant en place une préférentielle. On va voir que dans le mode de scrutin que je vais proposer, ce ne serait même pas nécessaire. Mais la préférentielle s'appliquerait ailleurs, puis pour une autre raison. Mais on pourrait corriger ce premier problème-là en mettant en place un scrutin préférentiel. On va y revenir quand on va en discuter de la préférentielle. Et le deuxième grand désavantage, c'est qu'en cumulant cet ensemble d'élections locales-là, hein, on obtient des distorsions majeures, pas juste mineures là, puis occasionnelles, mais pas juste fréquentes même, on obtient des distorsions systématiques, hein, et importantes et majeures et très significatives démocratiquement à toutes les élections. Et la raison pour laquelle c'est très significatif, essentiellement, est pour la raison suivante, c'est que souvent, il va y avoir un parti qui va avoir moins de 50% des voix à l'échelle nationale, mais qui va avoir plus que 50% des sièges. Hein. Autrement dit, supposons que, pour prendre un exemple, supposons que la CAQ, hein, qui est le parti au pouvoir présentement, avait 37% des voix comme elle a eu au niveau national présentement, mais dans toutes les circonscriptions. Hein. Et que les autres partis avaient des scores variables dans toutes les circonscriptions, hein, il est possible que la CAQ aurait 80-90% de sièges. Hein. Et donc, présentement, ce qui s'est passé, c'est que la CAQ a 37,4. Là, c'est pas illustré par ailleurs parce que c'est la dernière élection, mais si on irait dans les précédentes, c'est une histoire qui varie, mais qui est essentiellement la même histoire. Hein. Et donc, on a un parti qui a obtenu 37% des sièges, mais ils ont 59,2, 37,4 de mémoire, mais ils ont 59,2% des sièges à l'Assemblée nationale. Donc, avec une minorité de voix, hein, ils ont une majorité de sièges, et donc ils gouvernent tout seuls. Hein. Et donc, ça viole l'idée que c'est d'un gouvernement où c'est la majorité du peuple qui
qui décident ou que c'est leurs représentants qui décident. Hein. Et ce mode de scrutin-là, bon, existe aux États-Unis, hein, on n'a pas une très belle démocratie aux États-Unis, existe en Angleterre, puis nous vient de là, existe au Canada, puis existe dans certains pays, mais a tendance à être remplacé de plus en plus, ou du moins historiquement, là, on a tendance à l'éliminer. Il n'y a pas grand monde qui adopte ce mode de scrutin-là, autrement dit, pour le dire comme ça. Hein. C'est plutôt une tare au système démocratique, puis quand les pays changent, c'est pour mettre en place quelque chose de essentiellement proportionnel. Et donc, l'idée d'un scrutin proportionnel, c'est essentiellement qu'il doit avoir une corrélation le plus exacte possible, si on peut dire, entre le nombre de voix, donc de votes obtenus aux urnes, et donc le pourcentage, et le pourcentage de députés qui sont à l'Assemblée nationale, qui représentent cette formation politique-là. C'est la grande idée, hein, la famille des proportionnels. Le problème, c'est que, bon, pas le problème, là, mais la réalité à l'intérieur de cette famille-là, c'est que c'est une famille très, très diversifiée et il y a différentes... il y a différentes sous-catégories puis différents types de proportionnels. Puis on doit aussi mentionner qu'il y a différents niveaux de proportionnalité. Il y en a qui sont très proportionnels, il y en a qui sont, disons, moyennement, hein, ou correctement, on pourrait dire, si on ose utiliser ce terme-là. Puis il y en a qui sont, qui rentrent là plus dans le règne de ce qu'on pourrait appeler une semi-proportionnelle. Puis là, qui sont un peu entre le mode de scrutin qu'on a, puis les proportionnelles elles-mêmes. Hein. Puis donc, à l'intérieur de cette famille-là, il y a un ensemble de variations comme ça. Et c'est absolument pas simple. Hein. Je ne vais pas vous le cacher, là, c'est pas du tout simple, d'où la nécessité d'avoir des citoyens qui ont le temps de se pencher là-dessus. On a vu que ça a pu fonctionner ailleurs en Colombie-Britannique qu'en Ontario, que les citoyens sont bien sûr capables, après du temps, hein, d'assimiler ces différentes variations-là, puis de comprendre les différents types de proportionnels qui existent, et ensuite de faire un choix sur qu'est-ce qu'ils pensent qui est le mieux pour le Québec. Hein. Une partie du problème vient du fait qu'il y a un ensemble de possibilités. Hein. Et là, il y a deux éléments que je veux discuter ici, puis il y en aurait d'autres, hein, mais qui sont un petit peu moins importants en l'occurrence, là. Mais il y a deux caractéristiques, hein, qui vont être nécessaires de comprendre pour bien saisir mon mode de scrutin ou celui que je vais proposer dans la section qui va suivre. La première caractéristique, c'est que, il y a, premièrement, comme modèle, comment on pourrait dire, comme modèle de référence, hein, il y a ce qu'on appelle les proportionnels purs, ou du moins plus purs. Des fois, ils sont purs complètement, des fois, ils sont plus. Hein. Et une proportionnelle pure, essentiellement, c'est qu'il y a juste un niveau d'élection. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire plus tard, mais qui est en l'occurrence le niveau national, et que si une formation politique obtient, disons, 20% des sièges, hein, toutes les formations politiques donnent des listes des candidats, hein, et à ce moment-là, cette formation-là va obtenir les premiers 20% de sa liste. Hein. Et donc, s'il y avait 100 députés dans un pays, il y aurait 20 députés qui iraient à cette formation politique-là quand il y a juste un niveau national. Ce que ça veut aussi dire, c'est que s'il y a une formation politique qui aurait 1%, hein, puis qui aurait encore une fois juste 100 députés, hein, elle obtiendrait à ce moment-là un siège. Hein. Et donc, c'est une proportionnelle qui est peu. Hein. De mémoire, en Israël, puis dans les Pays-Bas, on utilise un scrutin qui est comme celui-là, ou du moins apparenté à celui-là. Il y a certainement peut-être des petites modifications qui ont été apportées, là, mais c'est le principe. Hein. Ce mode de scrutin-là est pas totalement inapproprié dans des petits pays comme ça, hein, mais présente un désavantage plutôt important de mentionner, parce que c'est un désavantage qu'on va retrouver aussi dans les autres systèmes proportionnels, mais qui est plus aigu ici. Et dans un système comme celui-là, le grand désavantage, c'est que si une formation a un député, mais puis qu'il y en a 2-3 formations comme ça, hein, supposons qu'il y en a 3, puis que 2 ou 3 de ces députés-là sont nécessaires à la majorité
d'une coalition gouvernementale, hein, ils vont pouvoir tirer la couverte de leur côté de manière disproportionnée. Et si c'est des partis plus extrêmes, ils vont pouvoir faire adopter des positions qui sont peut-être pas nécessairement voulues par la population at large pour forcer la coalition gouvernementale, autrement dit, à aller acheter ou aller chercher leur voix qui est absolument nécessaire pour pour avoir une majorité en chambre. Hein. Et donc, il y a ces avantages-là avec une proportionnelle pure. Hein. Il y a des moyens de corriger ça ou d'éviter ça. Il y a des bons moyens puis des mauvais moyens, mais il y a des moyens d'éviter ça. Hein. Bon, avant d'arriver finalement aux deux autres points dont je vais vous parler, là, maintenant qu'on a énoncé la proportionnelle pure, il faut aussi mentionner une autre chose qui est un peu préalable à tout ça, c'est que sous le règne d'un mode de scrutin proportionnel, hein, il y a toujours une coalition gouvernementale, ou presque. Hein. C'est très très rare qu'une formation politique va obtenir plus de 50% des voix, et donc il faut avoir 2 ou 3 ou 4 formations qui ensemble vont former une coalition, vont avoir 50% des voix et vont gouverner. Le fait d'avoir une coalition crée un élément d'instabilité à l'intérieur du système, en ce sens que s'il y a une formation politique, hein, il s'agit de maintenir l'unité de la formation politique, puis on gouverne. Fait que c'est simple. Et en revanche, s'il y a plusieurs formations politiques, là, il faut concilier les intérêts d'au moins 2 formations, des fois 3, des fois 4, et il y a bon, les gens élus ont quand même souvent des grosses têtes, hein, ils veulent être poussés pour certaines idées, et là, avec ce tiraillage-là, de temps en temps, la coalition peut péter, hein, peut essentiellement perdre un membre, hein, et faire en sorte que cette coalition-là ne peut plus gouverner, n'a plus la majorité, et donc là, ça crée la nécessité de refonder une majorité qui peut être dans l'opposition, ou ce qui était auparavant l'opposition notamment, hein, avec, disons, cette autre formation-là qui vient de quitter les rangs, ou de créer une majorité autrement. Hein. Et quand ça se produit, ben là, il y a quand même un moment de transition. Hein. Mais tout ça pour dire que, encore une fois, c'est un problème qui, là, n'est pas adressé par les formations, par les modes de scrutin proportionnel existants, mais sur lequel je vais proposer une solution à ça, ou du moins un élément qui va renforcer la stabilité des coalitions gouvernementales dans le mode de scrutin que je vais proposer dans l'autre partie. Mais là où je veux en venir, c'est que le point à retenir ici, essentiellement, hein, c'est qu'il y a toujours une coalition gouvernementale qui gouverne. Qui, ensemble, ont comme condition d'avoir plus de 50% des voix et donc de représenter, hein, théoriquement du moins, là, plus de 50% de la population, ou au moins 50% de la population. Bon, ceci étant dit, les deux éléments dont je veux discuter, hein, c'est que, dit comme ça a l'air pas si compliqué. Hein, mais dans, comme je le disais, la grande famille des proportionnels, il y a tellement de sous-possibilités que ça éclate rapidement, puis qu'il faut étudier ou comprendre toutes ces possibilités-là pour sélectionner les meilleures, puis essentiellement comprendre le mode de scrutin qu'il y a face à nous. Hein. Et donc, le premier élément dont je veux discuter, c'est que là, j'ai dit qu'il y avait un niveau national dans une proportionnelle pure. Dans beaucoup de systèmes proportionnels, ce n'est pas le cas, et il y a ce qu'on appelle un système mixte. Et là, il va y avoir 2 paliers électoraux. Hein. Et donc, les 2 grands types à l'intérieur de cette famille-là, c'est qu'il y a un palier local et national ou régional et national. Et par local, je veux dire avec des circonscriptions uninominales comme on a présentement essentiellement. Et là, comment ces systèmes-là fonctionnent, c'est que la première élection au niveau local ou régional donne, disons, un ensemble de députés, hein, disons 50, 60, 75, 80% de députés, ça dépend là, de quel des 2 types on utilise. Puis les autres députés qui restent, qui sont eux sur une liste nationale, hein, servent non pas ne s'additionnent pas aux autres, mais servent à corriger les distorsions qui existent, qui subsistent avec le premier niveau de l'élection. Et donc, ces modes de scrutin-là ont une finalité proportionnelle, puis on va avoir un résultat similaire à ce qu'on aurait dans une proportionnelle pure,
à l'exception du point numéro 2 auquel on va venir, mais pour l'instant, on peut l'oublier. Il y a un autre élément qui fait en sorte que la pureté du système est un peu ici, là, mais la pureté absolue, là, mais la logique de ces deux systèmes-là est celle-là. Hein? Autrement dit, au Québec, on pourrait avoir 75 députés locaux, hein? Et après, l'élection se fait en même temps, mais il y aurait comme deux, mais il y aurait deux bulletins de vote, hein? Ce qui introduit un élément de complexité que je vais aussi régler d'une certaine manière ou proposer quelque chose de plus simple dans l'autre partie. Mais dans un premier bulletin de vote, les citoyens votent pour le député local, et dans le deuxième, ils votent pour un parti, et c'est ce vote-là qui compte pour la distribution des sièges à l'Assemblée nationale. Et là, comment ça fonctionne? C'est essentiellement que si au premier niveau de l'élection, hein, on va prendre le local pour simplifier, là, mais si au premier niveau de l'élection, il y a, disons, 0 député vert, mais que les Verts ont obtenu 10% des voix, hein, là, il y aurait 10% des sièges à la fin, parce que un bon montant des sièges qui sont au niveau national, ou on peut dire des sièges qui sont au niveau national, corrigerait la distorsion qui subsiste au début. Si une formation politique obtenait 10% des voix, puis il y avait déjà à l'intérieur de l'Assemblée nationale 10% à l'intérieur des avec le premier niveau de l'élection qui serait le niveau local, à ce moment-là, on n'obtiendrait pas, hein, de correction parce qu'on n'en a pas de besoin. Hein. Et donc, essentiellement, ce mode de scrutin-là est un mode de scrutin qui est essentiellement comme, pas mitigé ou mixte, mais mixte, oui, mais est un mode de scrutin un peu transitoire, ou disons, qui a été créé pour conserver un élément uninominal à un tour comme il existe présentement, tout en ayant une finalité proportionnelle. Hein. C'est les Allemands qui ont inventé de mémoire, là, mais du moins c'est le pays le plus fameux qui utilise ce mode de scrutin-là. Ce type-là, c'est local et national. Hein. À l'intérieur de cette famille-là, bon, premièrement, avant d'en arriver à ça, c'est que quand on fait ça, pour un local national, il est quand même nécessaire d'avoir un bon nombre de députés nationaux, entre guillemets, ou sur les listes nationales, parce qu'il peut y avoir des distorsions très importantes qui subsistent. Donc, il faut avoir, par exemple, au Québec, 75-50. Fait qu'il y a quand même 50 députés, donc 40% de l'Assemblée nationale, qui n'auraient pas d'assises locales. Hein. Dans le deuxième grand type, dans cette même famille-là, on a les modes de scrutin où c'est régional et national. Puis là, il y a donc des petites régions, des circonscriptions électorales qui sont des régions avec plusieurs députés, donc 3, 4, 5, 6, 7, 10, hein, des chiffres comme ça. Et ça, c'est le premier niveau de l'élection. Et là, il y a un second niveau de l'élection qui, encore une fois, corrige les distorsions qui subsistent au premier niveau. L'avantage de ce mode de scrutin-là, c'est qu'il y en a plusieurs, mais un des avantages, c'est que la première élection au niveau régional a déjà un certain élément de proportionnalité. Hein? Et donc, la correction qui doit y être apportée est moindre. Et puis donc, il peut y avoir 80% des députés qui sont régionales, puis 20% qui sont nationales, par exemple. On pourrait peut-être même aller à 85-15, hein, mais pour donner un exemple, 80-20 hein, serait suffisant. Puis là, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir 100 députés dans les régions, hein, puis 25, pour garder les mêmes chiffres qu'on a à l'Assemblée nationale présentement, qui seraient sur des listes nationales. Bon. Là, ça a l'air, peut-être que vous me suivez encore, j'espère. J'espérais. C'est pas simple comme vous pouvez le voir déjà, c'est quand même un peu compliqué. Puis là, le citoyen, lui, a deux bulletins de vote. Il y a le bulletin de vote local ou régional et il y a le bulletin de vote national. Et sur le premier, il indique soit un nom, un député en particulier ou une formation politique dans la région. Et sur l'autre bulletin, il indique une formation politique au niveau du pays. Hein? Puis donc, c'est quand même un peu compliqué, pas tant que ça, mais il y a quand même un certain élément de complexité, hein, qui fait en sorte que, bon, c'est pas non plus si sorcier que ça, là, mais quand même. Bon, ça semble simple, dit comme ça. Le problème, c'est que il y a
il y a d'autres possibilités à l'intérieur de cette famille-là elle-même. Hein. Une autre possibilité, mais là, on sort de la sphère des scrutins proportionnels à proprement parler, du moins à mon avis, hein, serait d'avoir 2 niveaux, mais que ce soit local et régional. Et là, si on a ça, on a le niveau de la région qui corrige certaines distorsions qui subsistent au niveau local. Hein. J'aurais tendance à dire que ce mode de scrutin-là est suprêmement médiocre. J'appelle ça une semi-proportionnelle parce que c'est le résultat qu'on aurait. Et soyez très vigilants si jamais le gouvernement essaierait de pousser pour quelque chose comme ça. Parce que là, on se ferait vraiment rouler si c'était le cas. Hein. Bon, juste pour dire que ça existe. Mais là, on n'est plus dans la sphère de la proportionnelle. Fait que là, ça devient aussi compliqué pour le citoyen qui verrait une proposition comme ça, qui serait définie comme proportionnelle par le gouvernement, mais que les gens diraient « Ouais, mais c'est pas terrible, puis ça ne l'est pas. » Puis moi, je dirais « C'est semi-proportionnel » ou je pourrais pas dire ça aux citoyens dans les médias. C'est compliqué pour les citoyens de comprendre tout ça. Hein. Évidemment, on peut peut-être saisir, quand je vous le dis là, un peu la logique de tout ça, mais c'est pas évident d'expliquer ces détails-là. Hein? Puis là, quand on ajoute d'autres éléments qui se greffent à tout ça puis qui changent la donne, ça devient encore plus compliqué. Et donc, il convient quand même de mentionner un autre élément aussi, pas parce que je suis partisan de ça, puis je ne suis même pas certain que c'est fonctionnel comme système, mais parce que c'est le système que le Mouvement pour une démocratie nouvelle a dans ses papiers. Hein? C'est le mode de scrutin qu'il propose. Ce que le MDN propose, c'est qu'on aurait... Ça complexifie un peu d'une certaine manière encore. Là. On aurait une élection locale avec une correction nationale, mais les sièges nationaux seraient distribués dans les régions. Hein? Donc, il y aurait des circonscriptions régionales aussi qui renverraient ces députés-là dans les régions. Cette idée-là, en fait, elle n'est pas totalement mauvaise, mais l'application que le MDN en fait, j'hésite encore je pense que ça poserait peut-être un problème démocratique, là, mais du moins c'est la proposition du MDN. Puis c'est pas, on va y revenir de toute manière, mais c'est encore une fois pour expliquer qu'il y a des tweaks, il y a des variations qu'on peut qu'on peut apporter qui changent un peu la donne. Hein. Je suis pas bon, ce système-là, à mon avis, pose certains problèmes. Mais essentiellement, hein, il y a l'avantage là, de faire en sorte que les députés élus sur les listes nationales aient un ancrage territorial. Hein. Mais la manière que cet ancrage-là est attribué n'est pas nécessairement juste. Hein. C'est pour ça que j'ai un petit peu une hésitation par rapport à ça. Ou du moins, il y a une hésitation possible. Mais de toute manière, le mode de scrutin que je propose corrige tout ça, puis est beaucoup plus simple finalement, et plus efficace que ce que le MDN propose, si je peux me permettre de le dire, mais vous pourrez juger par vous-même dans la seconde présentation, dans celle qui va suivre. Et donc, bon, ça donne un petit peu une idée hein, de comment c'est compliqué. J'aimerais ça revenir aux 2 grandes idées d'une élection locale, nationale, puis régionale, nationale. Hein. Puis là, en mentionnant qu'il y a d'autres variations possibles. Mais ça donne une idée un peu là, de quel genre de discussion on devrait tenir pour vraiment discuter de ces sujets-là. L'autre élément qu'il faut introduire, c'est que souvent, ça c'est le deuxième point, hein, il y a à l'intérieur de la famille des proportionnels ce qu'on appelle des seuils de représentation. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est un seuil minimal que les partis doivent atteindre pour pouvoir profiter la correction au niveau national. Ce qui veut dire que si le seuil est élevé, par exemple, c'est à 5 hein, qu'une formation politique qui aurait 4 de voix aurait 0 correction. Donc, ça n'a pas fait élire aucun député localement avec ses 4 de voix, ce qui est très, très probable. Elle n'aurait aucune députation. Hein. Donc, elle se ferait essentiellement voler ses sièges par les autres formations à l'Assemblée nationale. Un peu comme ça se fait présentement à une plus grande échelle avec le mode de scrutin qu'on a. Hein. Et ce seuil-là peut être plus bas que 5 supposons qu'il est à 2 hein. Là, il se fait encore voler ses sièges, c'est en bas de 2, mais dès qu'il dépasse 2, là, ça devient juste. Hein. L'avantage de mettre en place des seuils et la raison pour laquelle ça a été inventé, bon, il faut dire tout de suite que les formations plus fortes, hein, puis là, présentement, toutes les formations politiques à l'Assemblée nationale sont dans une situation où il y aurait avantage à ce que le seuil soit élevé, mais pas nécessairement les citoyens. Hein, puis les citoyens devraient pouvoir se poser, eux, la question,
est-ce qu'on veut un seuil qui est bas ou qui est élevé pour nos intérêts à nous. Hein? Mais donc, le seuil, s'il est variable, il peut être bas, il peut être élevé, il peut ne pas en avoir dans une proportionnelle absolument pure, mais on l'a vu, ça peut donner lieu à des situations de coalition un peu malaisées. Hein? Et donc, l'avantage de mettre en place un seuil, c'est justement ça, c'est qu'on élimine les partis qui auraient 1, 2, 3, 4, 5, ça dépend où on met le seuil de députés, tu sais. Peut-être 6, 7. Si on le met à 5%, là, ça devient quand même une formation, supposons qu'il est à 5%, dans une formation qui devrait avoir présentement 6 députés. Puis qu'on dirait t'en as pas. Puis que les autres ramassent avec les 6 députés. C'est quand même beaucoup. À mon avis, là, c'est quand même significatif. Mais l'avantage, c'est qu'on limite le nombre de partis à l'Assemblée nationale en faisant ça et que les coalitions, donc, n'ont pas à se faire avec des formations politiques qui sont potentiellement très minoritaires. Hein. Encore une fois, il y a une manière fort démocratique de corriger tout ça que je vais vous présenter dans la prochaine partie. Hein. Bon, dans la proposition du NDN, il suggère un seuil entre 3 et 5%. Hein. Personnellement, je suis absolument contre, je voudrais ça à 2, s'il y en a un. Mais on va voir que c'est pas nécessaire ou enfin, c'est nécessaire d'en avoir un, mais qu'il y a un élément qui corrige un peu ça à l'intérieur du système que je vais vous présenter dans l'autre section. Et donc, hein, comme on peut le voir, en combinant ces deux éléments-là, là, on a des situations différentes, puis on a un paysage politique qui est différent. T'sais. On pourrait, s'il n'y a pas de seuil ou un seuil très bas, avoir 6, 7, 8 formations politiques à l'Assemblée nationale. S'il y a un seuil qui est à 5%, là, on pourrait n'avoir encore que 4 formations politiques à l'Assemblée nationale, mais que les sièges soient répartis plus équitablement entre eux, hein, tout en volant les sièges des plus petites formations politiques, mais qui est quand même une représentation proportionnelle pour eux. Et donc, puis on peut aussi souligner, qui est quand même important puis prudent de le faire, qu'à l'intérieur de la catégorie des proportionnels, il y a des scrutins qui sont beaucoup plus semi-proportionnels que réellement proportionnels. Et là, il y a des scrutins dont je ne vous ai pas parlé dans tout ça, pour compliquer encore plus, hein, mais qui sont encore plus semi-proportionnels. Et donc, il faut être vigilant. Hein, mais bon, on ne peut même pas se permettre ça dans notre société où on n'a pas un vrai droit de parole dans les médias, puis les médias n'ont pas une compréhension suffisamment du sujet parce qu'il faut quand même prendre le temps de s'y pencher pour pouvoir avoir une vigilance pointue sur une genre de questions comme ça. Puis, bon, essentiellement, c'est ça qu'il y a à dire pour les proportionnels. L'autre élément dont je veux discuter ici, qui est nécessaire pour comprendre le mode de scrutin que je vais proposer, c'est l'idée d'une préférentielle. Bon, présentement, dans le monde, hein, les modes de scrutin préférentiels ne sont utilisés qu'au niveau local. Ça peut être combiné avec une proportionnelle ou non par ailleurs, hein, mais c'est utilisé seulement au niveau local, avec donc des circonscriptions uninominales avec un député. Dans moi, ce que je vais proposer, ce ne serait pas utilisé comme ça, hein, mais c'est la même logique. Puis donc, c'est peut-être intéressant d'expliquer localement comment ça fonctionne pour que vous puissiez comprendre la logique qui est quand même assez simple. Ça va peut-être être un petit peu plus court dans cette partie-ci, sur la préférentielle, bien qu'il y a un petit élément de complexité qui va s'introduire malheureusement après. Je viens de penser que c'est simple, mais il y a quand même des alternatives. Et donc, essentiellement, comment ça marche pour le citoyen? C'est que le citoyen se présente aux urnes et il y a, disons, le candidat Rivard, Tremblay, Omar et puis Shankara. Hein, on va donner un beau nom mystique comme celui-là au 4e candidat. Shankara, c'est un grand penseur en Inde. Mais aussi probablement un nom de famille pour plusieurs personnes. Et donc, le citoyen se dit, bon, moi je suis un partisan justement de l'Inde, donc je vais voter numéro 1 Shankara, numéro 2 Omar, numéro 3 Tremblay, puis numéro 4 Rivard. Hein? On fait un petit peu des rimes avec tout ça. Et donc, il exprime son ordre de préférence entre les différents candidats. Et là, il y a deux grands moyens de comptabiliser ces préférences-là qui vont souvent donner un résultat qui est identique, mais qui vont parfois donner un résultat différent, mais qui fait en sorte, dans les deux cas, qu'on peut dire qu'il y a une majorité de citoyens
qui appuient le candidat qui va être sélectionné. Donc, la différence entre ça et ce qui existe présentement au Québec, c'est que présentement au Québec, le parti qui a la pluralité des voix, donc qui a le plus de voix, pourrait ne pas être celui qui serait élu sous le règne d'une préférentielle. Hein? Et donc, la préférentielle corrige ce problème-là et s'assure que le citoyen, le député élu ou la députée est une personne qui a la majorité des voix. Hein. L'élément de complexité ici, c'est qu'il y a deux moyens essentiellement de déterminer cette majorité-là. Comme je l'ai dit, habituellement, le résultat serait plutôt le même, mais il peut arriver qu'il y ait une distinction. Le premier est le plus simple à comprendre. Hein, et dans le premier, on prendrait, supposons qu'il y a 4 candidats, hein, on prendrait tous les bulletins de vote, et le candidat qui aurait le moins de premier choix, on l'élimine, hein, et on distribue ses deuxième, troisième et quatrième choix aux autres candidats. Hein. Et là, s'il y a un des 3 candidats restants qui a 50% des voix, cette personne-là est élue. S'il n'y en a pas, on élimine celui, encore une fois, qui a le moins de premier et deuxième choix. Hein. Et là, on redistribue ces autres préférences aux 2 autres candidats. Et là, il y a une personne qui va émerger avec 50% des voix. Hein. Pour l'instant, on va s'en tenir à ce type-là parce qu'il est plus simple à comprendre. Hein. Mais essentiellement, une proportionnelle, une préférentielle, c'est ça. Hein. Donc, bon, je pense que c'est assez simple. La seule, bon, je mentionne ça ici, mais on y reviendra, c'est que l'application que moi je fais de la proportionnelle, c'est pas une élection à ce niveau-là, puis ça n'a même pas la même finalité, mais c'est le même mécanisme. Et donc, dans le mode de scrutin, dont je vais vous proposer, les citoyens voteraient pour des formations politiques et là diraient, je veux le parti jaune, le parti mauve, le parti rose, puis le parti, je cherche une couleur, le parti, disons, bleu-vert, c'est turquoise. Hein? Puis là, ils diraient 1, 2, 3, 4, puis de la même manière, on ferait quelque chose avec ces préférences-là. En l'occurrence, hein, on déterminerait c'est quoi les préférences pour des coalitions gouvernementales. Et donc, on ne laisserait pas ce choix-là au parti. On donnerait, une partie de la question serait laissée aux formations politiques, mais les citoyens se seraient exprimés sur cette question-là, ce qui donnerait une indication plutôt claire aux formations politiques quelle coalition les citoyens veulent. Hein? Et de cette manière-là, on dépasserait un peu le stade des systèmes proportionnels qui existent présentement. Mais tout ça pour dire que pour l'instant, ce qu'on retient, c'est que dans un système préférentiel, les citoyens indiquent leur ordre de préférence et par le mécanisme que je viens de vous proposer essentiellement, ou un autre qui, peut-être, on discutera de ça plus tard, là, mais il y a un autre mécanisme qui peut être utilisé aussi, on dégage une majorité et de cette manière-là, on s'assure que la personne sélectionnée, hein, ou le parti, dans le système, non, oubliez ça, là, la personne, dans le cas d'espèce, on s'assure que la personne sélectionnée soit celle qui ait vraiment l'appui d'une majorité de citoyens. En passant, ce type de préférentiel-là, on appelle ça un scrutin à tours multiples simultanés. Hein. Ça veut dire que c'est un peu comme si on avait plusieurs tours d'élection, mais qu'on les faisait dans un seul coup, hein, où les citoyens vont seulement une fois aux urnes au lieu d'avoir à y aller de manière répétitive. Donc, pour prendre l'exemple qui est plus connu, là, il y a un 2 tours en France, hein, si les citoyens français utilisaient ce mode de scrutin-là pour leur présidentielle, non seulement il y aurait un mode de scrutin qui serait éminemment meilleur, hein, mais il n'y aurait pas à aller 2 fois aux élections et il y aurait un résultat qui soit le même ou meilleur, en ce sens qui exprimerait davantage l'opinion de la majorité des Français. Et donc, ce mode de scrutin-là, soit dit en passant, serait très, très intéressant au niveau des présidentielles. Encore une fois, ce n'est pas l'application que je vais en faire dans la partie qui va suivre, c'est au niveau des partis, puis ça a une autre fonction, mais c'est sa logique qui est importante de saisir ici. Encore une fois, là, on fait un retour sur tout ce qui vient d'être dit. C'est pas simple. Hein? Je me perds un peu moi-même des fois, puis on peut oublier des petits bouts ici et là. Et puis là, je viens de vous présenter un portrait qui est partiel.
il y a d'autres modes de scrutin proportionnels. Hein. Je voulais mentionner qu'il y a un autre mécanisme pour répartir les préférences à l'intérieur du champ de la préférentielle. Et donc, hein, il est nécessaire de prendre le temps de se pencher là-dessus. Hein. Si on suit la voie sur laquelle on est engagé au Québec, on ne le fera pas. On n'aura pas de débat. Hein. Ça va être le NDN contre le gouvernement. Puis le gouvernement va peut-être tenter de diluer la proposition même du NDN, puis nous pitcher une semi-proportionnelle ou quelque chose qui l'est moins pour se garder avec les autres formations politiques à l'Assemblée nationale, plus les voix pour eux, par exemple. Puis donc, même, pas même, mais dans la situation présente, puis dans n'importe quel... même si on avait déjà une proportionnelle, en fait, les formations politiques à l'Assemblée nationale sont en conflit d'intérêts sur cette question-là. C'est absolument clair. Il y a pas, cette question-là ne se discute même pas. On peut même dire qu'ils sont en conflit d'intérêts en se penchant sur une proposition même qui émane de la société civile. En ce sens que oui, elle émane de la société civile, mais elle n'est pas... en tout cas, moi, je ne suis pas un partisan du système qui est proposé par l'NDN. J'ai annoncé ma position sur la question et j'aimerais ça avoir un vrai débat au Québec. Je ne m'attends pas nécessairement à ce que ça se fasse, mais j'aimerais ça. J'allais ajouter un autre mot un peu plus, avec un peu plus de verve, là, mais je vais rester dans le champ de la politesse, puis je ne le ferai pas. Autrement dit, dans la logique électorale, c'est pas grave de ne pas avoir un débat, puis que ce genre de questions-là, que les citoyens ne peuvent pas s'y pencher, parce que c'est pas de leur affaire de toute manière. La société civile les représente, puis les soi-disant élus seraient supposés de les représenter aussi. Hein. Puis donc, si on peut se rappeler de cette idée-là, hein, d'où la nécessité, hein, encore une fois, de mettre en place une assemblée constitutionnelle au Québec. Sans doute la phrase la plus répétée dans l'ensemble de mes présentations, mais je n'arrêterai pas de la répéter. Et donc, dans la partie qui va suivre, hein, on va expliquer c'est quoi le mode de scrutin que le MDN propose. Puis ensuite, je vais vous proposer un mode de scrutin qui a plusieurs avantages par rapport à ce mode de scrutin-là, hein, qui font en sorte qu'à mon avis, il y aurait lieu d'avoir un vrai débat. Puis l'idée, c'est pas nécessairement là, de vendre ma propre idée, mais c'est de dire qu'il y a lieu d'avoir un débat, et puis que si sur un coin de table, entre guillemets, je suis capable de crafter un mode de scrutin qui est meilleur, qui risque peut-être d'être adopté ou d'être dilué, puis que ce soit encore pire, il y aurait lieu de pousser pour avoir une assemblée citoyenne sur la réforme du mode de scrutin au Québec présentement, et ultimement pour avoir une assemblée constitutionnelle qui puisse déclencher une réflexion sur ce type de questions-là quand c'est nécessaire. Et donc voilà, dans la prochaine partie, on va discuter de ça, et j'espère que ça a été un peu éclairant pour vous ici. Si ça l'a porté plus à confusion, ça ne me surprendrait pas. Hein? Je vais être absolument franc avec vous, ce n'est pas un sujet qui est simple, mais retenez que c'est justement compliqué, puis que c'est la raison pour laquelle il nous faut des citoyens qui se penchent sur la question.